Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes maintenant dedans, à l'écoute du Seigneur. Dehors, il vous a montré la manifestation. Et maintenant, il m'a ramené dedans. Écoutons le Seigneur. C'est Dieu. C'est Dieu est un Dieu mystérieux. Il n'y en a pas deux comme lui. Il scintille pour que vous sachiez qu'il est présent. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Nous avons écouté tout à l'heure son constat malheureux de la situation de la crise familiale. Et je vous ai fait quelques rappels historiques pour vous sensibiliser, mes sœurs et frères. Maintenant, je suis là, je l'écoute et essayez de l'écouter avec moi. Je ne peux pas rester longtemps puisque c'est une vidéo, mais moi je reste souvent plus longtemps que ça, en silence, à l'écouter. Voilà, il signale. Écoutons le Seigneur. En silence, apprenez le silence, mes frères et sœurs. Voici qu'il vous présente ma face normale. Et vous voyez comment il clignote.
Vous voyez comment on apprend à écouter le Seigneur en silence, sans bruit. Me voici naturel. Je l'ai écouté comme vous pouvez le faire partout, au bureau, à la maison, en voyage, partout. Vous pouvez prendre quelques minutes de silence pour écouter Dieu. Quand vous avez un problème, vous voulez une décision, vous voulez prendre une décision, ce petit temps de silence avec votre Créateur peut vous aider. Apprenez le silence, mes frères et sœurs. Sachez que tous les mariages d'intérêt sont voués à l'échec. Le conseil que notre président nous donne sont des conseils de paroles de patriarche. Je relis le conseil, le constat de notre Père de la Nation, Paul Biya, à la page 137 du livre de questionnement. Un bateau dans la tourmente, c'est une question. Et le ministre Grégoire Ouna, à l'époque, n'était pas ministre. Il dit, Cameroun, des raisons d'espérer. Entretien avec Emmanuel Noubissier Ngankam. C'est ça. Si vous tapez un bateau dans la tourmente, point d'interrogation. Cameroun, 2 points, des raisons d'espérer. Les entretiens avec Emmanuel Noubissier Ngankam. Préfacé de Maître Douala Moutoumé, ministre de la Justice. C'était au Cameroun. Publié par l'édition Intermédia au Cameroun en 1995. Et je lis encore. Cette fois-ci, prenez ça comme une dictée. Vous êtes à l'université, prenez un papier. Vous êtes à l'école primaire, prenez le papier. Vous êtes au collège et lycée, prenez un papier et un crayon avec gomme pour ne pas vous tromper.
Et je commence la lecture comme une dictée du constat de la situation de notre pays par notre président de la République, son Excellence son Excellence Paul Biya. Je m'excuse. Et je lis. Page 137. Le titre, c'est Économie, deux points, où le bas blesse, point, 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 notre talon d'Achille. Ces trois parties, économie, moi je suis en économie. Donc, pour parler des choses du Cameroun, chacun dans son rayon de discipline, d'études, de connaissances. Il y en a qui piochent partout et qui ne savent finalement pas nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je recherche les solutions du développement durable de l'économie en général de notre pays. En lisant ce livre, je vous dis, prenez un cahier ou un papier, du crayon, écoutez, je lis calmement et vous prenez ça comme une dictée. Nous sommes sous l'influence du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui fait le constat avec nous de la situation la situation du chaos dans laquelle nous nous trouvons. Et il vient nous sauver. Écoutez le constat du président de la République. Nous sommes en 1995. Il faut aussi se le dire sans détour, virgule. La richesse du pays reste inégalement répartie entre les diverses couches de la population. 3 points. L'aisance matérielle reste l'apanage d'une minorité et la pauvreté le lot du plus grand nombre, virgule, malgré les immenses potentialités économiques que recèle le Cameroun. 3 points. Dans cette course effrénée vers les biens matériels, virgule, chacun se plaît à dire que c'est le plus malin qui gagne, virgule, c'est-à-dire en fait, virgule, le plus malhonnête, point. Et la devise, virgule, pour quiconque veut réussir dans ce contexte est 2 points, entre guillemets. En affaires, il n'y a point de morale. Fermez les guillemets là. Et point d'exclamation. Je m'élève de toutes mes forces contre cette vision cynique des choses. On ferme la parenthèse de depuis le début. Les guillemets, pardon, depuis le début. Paul Biya. Méditez, lisez, relisez, analysez. Un mot que vous ne comprenez pas, allez chercher le dictionnaire. C'est notre père de la nation qui s'indigne.
Vous voyez les défauts que vous vous êtes accumulés pour être riche. En affaires, il n'y a point de morale. C'est où nous en sommes aujourd'hui. Et le président de la République dit, pour conclure, « Je m'élève de toutes mes forces contre cette vision cynique des choses. » Le président de la République ne peut pas encourager ses fils, son épouse, sa famille à faire du commerce. Aïe. Il n'a pas la langue de bois, le président de la République. Et vous refusez d'écouter ses discours, de comprendre ses analyses, d'accepter ses conseils. Voilà pourquoi nous sommes plongés dans ce chaos. Et nous avons décidé à l'UNIFEM modifier le développement pour le 21e siècle. Ça a été publié mars 1995. Oui, nous étions en plein boulot des préparatifs de la conférence des femmes à Beijing. Août-septembre. Oui. Et ici, dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1994, j'étais déjà en Chine, Madame Nguyen Aiser, nouvelle directrice d'UNIFEM, a annoncé qu'UNIFEM serait un agent du changement qui tiendrait compte des préoccupations et des espoirs des femmes, d'où naîtrait un agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle. Madame Aiser a expliqué devant l'Assemblée pourquoi un agenda était nécessaire et la façon dont UNIFEM contribuerait à le définir au sommet mondial pour le développement social qui se tiendrait cette année à Copenhague et à la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing. Cet agenda constituerait le fondement d'une campagne d'UNIFEM intitulée « Modifier le développement en faveur de l'égalité, de la paix et d'une planète saine ». Je lis ça. C'était nos documents de travail. 2 faits fondamentaux expliquent le besoin urgent d'un tel agenda pour le 21e siècle. Premièrement, au cours des 20 dernières années, le nombre de femmes rurales vivant dans la pauvreté a doublé. Deuxièmement, sur le milliard de pauvres ruraux dans le monde entier, 60% sont actuellement des femmes. La convergence du mouvement international des femmes et des forces mondiales qui façonnent l'avenir du développement humain rend l'adoption d'un tel agenda parfaitement possible. Les femmes refusent dorénavant de demeurer
victimes des anciens programmes de développement qui n'ont jamais tenu compte de leurs besoins. Elles élaborent maintenant de nouvelles politiques de développement qui, pour la première fois, répondraient aux réalités de la vie des femmes et les aideraient activement à accéder sur un pied d'égalité aux rares et précieuses ressources de la société. Salaire, emploi, soins de santé, éducation, autonomie et prise de décision. Toutefois, le nouvel agenda des femmes pour le développement pour le XXIe siècle ne consiste pas seulement à reconnaître les préoccupations et les besoins particuliers des femmes. Il cherche à modifier le processus de développement même. L'agenda des femmes repose sur une vision des changements politiques et économiques requis pour éviter et corriger les erreurs du développement passé, ainsi que sur de nouvelles stratégies de développement fondées sur l'égalité sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes pour tous les secteurs de la société qui favoriseraient des moyens d'existence durables et des communautés stables. Cette nouvelle vision du développement n'a pas surgi du jour au lendemain. C'est le résultat de 2 décennies au cours desquelles les femmes se sont organisées au niveau local, régional et international. En travaillant aux côtés d'alliés stratégiques, les femmes ont transformé les politiques de développement pour les rendre plus sensibles aux femmes, intégrer les besoins et les intérêts des femmes dans l'agriculture et l'industrie et changer les lois, les règlements et les programmes qui affectent le travail. Je continue. Qui affectent le travail et le bien-être des femmes. Je reprends cette phrase-là, ce paragraphe-là. Cette nouvelle vision du développement n'a pas surgi du jour au lendemain. C'est le résultat de 2 décennies au cours desquelles les femmes se sont organisées au niveau local, régional et international. En travaillant aux côtés d'alliés stratégiques, les femmes ont transformé les politiques de développement pour les rendre plus sensibles aux femmes, intégrer les besoins et les intérêts des femmes dans l'agriculture et l'industrie, et changer les lois, les règlements et les programmes qui affectent le travail et le bien-être des femmes. Les conférences internationales récentes ont permis aux femmes de tous les coins du monde de se réunir pour échanger des expériences, établir des réseaux et formuler des stratégies de changement encore plus efficaces. Bien que les femmes aient progressé et que beaucoup ait été accompli par et pour les femmes, les politiques de développement traditionnelles n'ont pas suivi. Les déclarations louables sur les femmes n'ont été suivies ni d'effets ni de ressources.
peu de tentatives ont été faites pour remodeler les orientations prises par les marchés et l'État, même lorsqu'elles sont gravement préjudiciables aux femmes. En conséquence, les femmes du mouvement pour le développement, qui avaient mis l'accent sur l'importance d'intégrer les femmes dans la prise de décision générale, reconnaissent maintenant que ce courant général même doit changer, devenir moins hiérarchique, moins exclusif, plus égal et plus responsable. C'est pourquoi les femmes réexaminent non seulement les programmes, mais remettent en cause les paradigmes du développement. Elles regardent le développement avec un œil nouveau et examinent la façon de restructurer les marchés et les États pour qu'ils puissent satisfaire aux besoins des femmes et tenir compte de leurs contributions. Mais l'agenda des femmes pour le développement n'est pas seulement pour les femmes. C'est une vision élaborée par les femmes pour transformer l'agenda mondial du développement. Les principaux défis. C'est un tout petit sous-titre. L'approche du 21e siècle, à l'approche du 21e siècle, les hommes et les femmes font face à de nouveaux défis qui peuvent décider de la survie de la race humaine. Des forces complexes et contradictoires ont été libérées à la fin de la guerre froide. 4 défis essentiels du développement qui doivent être relevés immédiatement sont apparus. Nous les appellerons défi 1, défi, ainsi de suite. On lit donc défi 1. Élaborer un processus de développement qui réponde aux réalités de la vie des femmes et les aider directement. C'est un défi. Numéro 1. Et on détaille. L'appauvrissement général des femmes. La féminisation de la pauvreté. Augmente sans cesse à cause des changements du système économique mondial. Les progrès rapides de la technologie et la production industrielle. L'orientation des gouvernements socialistes vers des économies de marché et le pouvoir accru des marchés financiers mondiaux engendre une plus grande richesse, mais aussi une plus grande pauvreté. Les femmes risquent davantage de pâtir de ces changements que d'en bénéficier. Le déséquilibre traditionnel du pouvoir entre les hommes et les femmes rend plus difficile aux femmes l'accès à la propriété terrienne et autres biens, ainsi qu'à une éducation et à un emploi adéquat au pluriel, et entrave la promotion matérielle ou sociale qui leur permettrait de tirer parti des chances qu'offrent les changements actuels du monde économique. Tout effort visant à changer la conception, la planification et la réalisation des politiques de développement doit donc essayer de changer une société humaine qui est polarisée en fonction du genre.
Genre ici représentant hommes et femmes. Le déséquilibre traditionnel du pouvoir entre les hommes et les femmes rend plus difficile aux femmes l'accès à la propriété terrienne et autres biens, ainsi qu'à une éducation et à un emploi adéquat, nous avons dit, et entrave la promotion matérielle ou sociale qui leur permettrait de tirer parti des chances qu'offrent les changements actuels du monde économique. Tout effort visant à changer la conception, la planification et la réalisation des politiques de développement doit donc essayer de changer une société humaine qui est polarisée en fonction du genre. Le développement humain durable ne peut être défini, encore moins réalisé, si les coûts et les avantages du développement sont répartis aussi inéquitablement entre les hommes et les femmes. Cet article rejoint le constat de notre président de la République du Cameroun. Défi numéro 2. Les principes de défi. Nous sommes au défi numéro 2 et je lis. Le titre, c'est un petit titre, hein, pas un grand. Comprendre ce dont les femmes ont besoin pour maintenir des moyens d'existence. Je lis. Trop souvent, les politiques, parce que je vous montre le livre pour que vous compreniez que je suis en train de lire. Et c'est un document des Nations Unies, de notre département des femmes, UNIFEM, était le nom. Et je crois que reste le nom. Défi numéro 2, je reprends. Comprendre ce dont les femmes ont besoin pour maintenir des moyens d'existence. Trop souvent, les politiques de développement ignorent la façon dont les femmes produisent, consomment, survivent et reproduisent. Les responsables croient que si un programme de développement est conçu pour un homme et convient à ce dernier, qu'il suppose être le chef de famille, il doit donc convenir à une femme. Le tiers des chefs de famille dans le monde entier étant des femmes, on doit accorder davantage d'attention à ce qui leur est nécessaire pour maintenir les moyens d'existence. On doit tenir compte de tous les stades de la participation d'une femme au développement. Si nous voulons créer des moyens d'existence durables, nous devons envisager les moyens des politiques financières, commerciales et en matière de dette sur la vie des individus. Le Seigneur clignote. Il vous dit écoutez. Une décision politique nationale sur l'utilisation des forêts, par exemple,
est prise en fonction de son potentiel à générer une richesse nationale. Toutefois, en autorisant les négociants en bois du secteur privé à tirer profit de la forêt, les populations locales qui dépendent de cette forêt risquent soudain de se retrouver sans moyen d'existence. Tant que ces décisions seront prises sans comprendre leurs effets sur une communauté ou des individus, on continuera de créer de nouveaux pauvres. C'est le constat des femmes en 1995. De nouvelles structures d'emploi dans les secteurs industrialisés apparaissent, mais elles ne sont guère durables. C'est la femme qui vous donne son constat. Une nouvelle usine peut créer des emplois pour les femmes, mais si elle produit des déchets toxiques ou crée une forte tension ou fatigue, elle peut détruire la santé de ses employés. Les femmes peuvent avoir un emploi, mais si elles tombent malades, elles ne peuvent maintenir leurs moyens d'existence. Ça, c'était le défi numéro 2. On passe au défi numéro 3. Créer des vies stables et des communautés saines pour les femmes touchées par la migration et le déplacement des populations. C'est le titre, le sous-titre. Je reprends. Défi numéro 3. Créer des vies stables et des communautés saines pour les femmes touchées par la migration et le déplacement de population. Je lis. Les mouvements de population qui se produisent actuellement au sein des États et entre ces derniers touchent des millions de personnes, mais ont des conséquences particulières pour les femmes. Le déplacement de population est souvent le résultat de changements tels que le déboisement, l'établissement des zones industrielles et la guerre, créant des réfugiés de l'environnement, des réfugiés du développement et des réfugiés de guerre. En même temps, la migration de la main-d'œuvre pousse également les hommes et les femmes à quitter leur foyer et leur famille pour travailler dans d'autres pays. Les travailleuses migrantes continuent de prendre soin de leur communauté et envoient fidèlement leur salaire pour aider leur famille restée au pays. Elles travaillent souvent en ouvrant des risques considérables. Non, elles travaillent souvent en courant des risques considérables. Une autre migration particulière aux femmes qui est encore plus problématique est le trafic sexuel des filles et des femmes par des réseaux de prostitution organisés. Les filles sont vendues par des parents pauvres et leur vie est mise en danger. Et leur vie est mise en danger par la violence et les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida.
Pour les femmes qui se trouvent dans toute cette situation de transition incertaine, la quête d'une vie stable est une question de survie et non pas un but vague qui peut être confié à la police, à la politicienne, non, à des politiciens lointains. Je reprends la phrase. Pour les femmes qui se trouvent dans toutes ces situations de transition incertaine, la quête d'une vie stable est une question de survie et non pas un but vague qui peut être confié à des politiciens lointains. Défi numéro 4. Le petit titre. Protéger les femmes en situation de conflit. Je cite. À mesure que les vieilles structures politiques s'effondrent, elles laissent des places vacantes au pouvoir pour lesquelles luttent des groupes polarisés selon les races, les classes et les religions. L'incertitude et le danger qui en découlent ont des effets particuliers sur les femmes. Le viol collectif des femmes dans ces situations de conflit est apparu comme un crime de guerre technique. Et la guerre est de toute évidence une activité qui sépare les gens et dans laquelle il n'y a pas de victoire pour les femmes, quel que soit le parti vainqueur. Le défi d'assurer la paix et l'intégration sociale est donc un sujet de vive préoccupation pour les femmes qui ne peuvent plus accepter passivement d'être des victimes de guerre. Nous parlons là en 1995, en suivant l'agenda pour la paix des Nations Unies. C'est la voix des femmes que vous entendez, que je lis, je relis. Et la guerre est de toute évidence une activité qui sépare les genres et dans laquelle il n'y a pas de victoire pour les femmes, quel que soit le parti vainqueur. Le défi d'assurer la paix et l'intégration sociale est donc un sujet de vive préoccupation pour les femmes qui ne peuvent plus accepter passivement d'être des victimes de guerre. La femme veut la paix et la sérénité pour la prospérité de l'humanité. C'est moi qui ajoute ça. Et je continue la lecture. La violence à l'égard des femmes est courante, non seulement en période de guerre, mais aussi dans la rue, sur les lieux de travail et à la maison. La violence dans la famille cause non seulement des souffrances physiques,
mais bouleverse la vie des femmes et constitue un obstacle majeur à leur développement individuel et à leur participation au développement de leur société. Il est rare, toutefois, que les responsables du développement examinent le lien entre la violence et le développement, ou incluent la prévention de la violence à l'égard des femmes comme élément dans leur planification des politiques. Ces 4 défis essentiels atteignent des niveaux de crise à l'échelle mondiale. La communauté internationale essaye pour la plupart du temps de réagir aux catastrophes à mesure qu'elles se produisent. Si nous ne repensons pas activement aux causes fondamentales de ces problèmes et si nous n'élaborons pas de stratégies ayant des effets à long terme pour un changement à l'échelle du système, nous ne disposerons que des techniques de lutte contre l'incendie qui, au mieux, éteindre les incendies, mais ne feront rien pour les empêcher de reprendre. C'est la raison pour laquelle les femmes doivent absolument définir leur propre agenda du changement et veiller à ce qu'il soit adopté et réalisé. Je viens de vous citer les 4 défis. Les principaux défis que nous, les femmes, avons étudiés à l'approche du 21e siècle, avec espoir que vous, les hommes, et nous, les femmes, allons arriver à implémenter l'agenda-ci. L'agenda décidé pour la paix. L'agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle. Écoutez bien. L'agenda des femmes pour le développement vise à permettre aux femmes de réorienter et de réorganiser les politiques et les décisions grâce à leur pleine participation au processus complet du développement. On est d'accord? Mais de ce fait, revenons. Cet agenda du développement exige également de créer de nouveaux modes de durabilité environnementale. N'est-ce pas? Bon, on va donc lire l'agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle. Écoutez donc, après s'être plaint que vous les tabassez, vous les violentez, vous ne leur donnez pas la place qu'il faut, vous ne les écoutez leur agenda. Un agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle. Je lis, je n'invente rien. C'est ce que nous avons décidé, nous avons travaillé et on a apporté en 1995. Un agenda des femmes pour le développement
pour le 21e siècle. L'agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle exige un changement fondamental de la conception, de la planification et de la réalisation du développement afin de réorienter le modèle et le rythme de la croissance économique et d'en redistribuer les avantages et les coûts de façon égale entre les hommes et les femmes. Un tel changement dans le processus de développement a déjà été amorcé par ceux qui s'attachent aux besoins et aux droits fondamentaux des pauvres et qui prônent un développement social direct et systématique qui assure des moyens d'existence et réduisent la pauvreté. C'est notre combat. C'est notre enseignement. Il est essentiel dans la quête d'autres processus de développement de ne pas perdre de vue les perspectives et les réalités des femmes, car une erreur de développement serait inévitablement suivie d'une autre. L'équité entre les genres doit être le principe essentiel de ce nouveau processus de développement. Cet agenda du développement exige également de créer de nouveaux modes de durabilité environnementale et sociale qui assurent des moyens d'existence durables grâce à l'accès égal des hommes et des femmes aux ressources. Ces modèles tiennent compte des processus quotidiens de production, de consommation, de survie et de reproduction des hommes et des femmes. On ne peut pas être homosexuel, nous tous, et reproduire. Il n'y aura plus d'humanité. Ils reconnaissent le rôle essentiel que jouent les femmes dans le maintien de la viabilité écologique et dans le renouvellement des ressources naturelles limitées. La nécessité des moyens d'existence et les réalités des femmes devraient être la base sur laquelle l'utilisation et l'allocation des ressources seraient décidées au niveau national et local. Une bonne administration est d'une importance vitale pour l'agenda des femmes. Des politiques provenant d'un système bien géré répondront aux besoins des moyens d'existence et des réalités des femmes et des communautés, plutôt que de servir uniquement les intérêts privés puissants qui menacent ces moyens d'existence. Tel est le cas au Cameroun. Tel est le cas dans le monde. Même au Cameroun, c'est mon pays natal où le bas blesse. C'est en Afrique subsaharienne où le bas blesse. Quand on parle de développement, où l'ignorance même de l'économie bat le plein. Encore moins, ils ne savent même pas ce que c'est que le développement. Nous prêchons donc dans le vide. Une bonne administration est d'une importance vitale pour l'agenda des femmes. Des politiques provenant d'un système bien géré répondront aux besoins des moyens d'existence et des réalités des femmes et des communautés, plutôt que de servir
politiquement les intérêts privés puissants qui menacent ces moyens d'existence. Les femmes mettent en cause la déontologie ou encore les femmes mettent en cause les déontologies sur lesquelles le développement est fondé et exigent que les personnes soient mises au premier plan et que leur survie et leur bien-être se retrouvent au cœur des décisions. Des éthiques valables sont nécessaires à tout niveau, avec S, à tous les niveaux, donc à tous les niveaux. Pas seulement au niveau du gouvernement, mais également à tous les niveaux de participation des gens. Les gens, c'est la population. L'agenda des femmes pour le développement vise à permettre aux femmes de réorienter et de réorganiser les politiques et les décisions grâce à leur pleine participation au processus complet du développement. Ils cherchent à les habiliter afin qu'elles puissent réclamer leurs droits essentiels pour maintenir et garantir leurs moyens d'existence. Ils visent également à travailler vers un cadre mondial de coopération qui intégrera des efforts qui sont encore isolés. Il est nécessaire de comprendre que les questions relatives au développement durable, aux droits de l'homme, aux populations, à la société et aux femmes ne font qu'un tout. L'aboutissement d'une telle vue holistique serait de rassembler les catégories différentes et les voix disparates, de même que de revoir et de repenser le débat mondial en général pour savoir ce que nous devons faire à l'avenir. Enfin, pour conclure, l'agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle demande aux gouvernements, les gouvernements et aux organismes internationaux d'apprendre à traiter avec des forces économiques mondiales en respectant l'éthique et sans sacrifier les moyens d'existence des femmes et des communautés. Les femmes ont un intérêt très particulier à créer des processus et des systèmes qui favorisent des moyens d'existence justes et durables. Transformer le rôle de la femme est vital car la race humaine fait face, à mesure que nous approchons du prochain siècle, au défi de savoir comment et avec quelle qualité de vie nous espérons survivre. Ceci a été écrit, parce que ce n'est pas lui qui a parlé, par Geoffrey Noss, un consultant de l'UNIFEM. Il nous écoute et puis il reprend ce que les femmes ont dit, ont écrit. Donc, les journalistes doivent savoir que quand ils récitent
ce que nous autres, populations du monde, avons écrit, avons dit, avons analysé, ce n'est pas leur droit d'auteur. Non, ils viennent rappeler ou bien ils viennent informer le monde de ce que d'autres ont fait. UNIFEM. Est un regroupement, une cellule des Nations Unies où toutes les voix des femmes se font entendre. Et c'est où j'ai été coopté à Beijing depuis les préparatifs de l'organisation de la 4e conférence mondiale des femmes de Beijing. Et j'y suis resté attaché en bénévole volontaire, ou si vous voulez, en volontaire bénévole jusqu'à ce jour. Car je voudrais voir le monde plus gai et plus juste, plus prospère. Merci Seigneur pour ces belles leçons. Vous savez donc désormais de quoi est fait le marathon de Dr Ndomo Melingi Thérèse sans compétition, tenant la main de son Père, ou si vous voulez, saisi par la forte main du Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous pouvez comprendre ce que c'est que le souhait de développement de la femme. Et vous pouvez comprendre ce que c'est que la recherche des solutions pour le développement. C'est la femme qui développe l'homme et le monde. Vous avez éliminé les femmes et nous sommes à l'échec. Et les femmes se sont réveillées. Et en 2000, vous avez vu le boom économique de la Chine. Les femmes chinoises très dynamiques au sein desquelles j'ai évolué m'ont passé ce flambeau pour l'Afrique. Et elles vous attendent car nous sommes sœurs. Elles sont prêtes à venir vous aider, comme moi aussi je les ai aidées là-bas, quoique étant toute seule. Merci Seigneur. Merci mes followers, mes compatriotes, mes amis, mes frères et sœurs. Merci. Nous continuons avec le Seigneur. Vous voyez, il a blanchi encore. Me voici noir. Ainsi différente. On continue avec les enseignements du Seigneur de ce matin. Là, c'est l'économie. Là, c'est l'économiste anthropologue qui vous parle. Mais avec les enseignements spirituels, divins et la sagesse traditionnelle africaine. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.